Voilà, après ce rappel historique, nous nous retrouvons dans la salle des cartes, cette magnifique salle des cartes, dans le bureau du Premier ministre qui nous accueille ici même. Edi Rama, merci de nous recevoir pour cette rencontre, pour cette interview sur les antennes de TV5 Monde. Tout d'abord, on vient de voir une évocation de ces 40 années d'une forme de dictature. On parlait d'une petite Corée du Nord aux portes de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que l'Albanie reste marquée par cette époque ou est-ce qu'elle est une démocratie normale? Mais je crois que tous les pays qui ont dû passer par l'enfer communiste auront besoin d'encore plus de temps pour s'en sortir complètement, parce qu'on peut changer un système pendant même une nuit, on peut abattre un mur pendant une nuit, mais pour changer une société et une façon de penser et de voir des choses, on a besoin de plus de temps. Mais de l'autre côté, je pense que l'Albanie, pendant toutes ces années, a fait un progrès remarquable. Maintenant, s'il est une démocratie dans le sens normal, apaisé, que le mot avait pour Montesquieu, je ne sais pas même si la France est une, mais bon, c'est une longue discussion. Alors nous avons, je vous le disais avec mes collègues, beaucoup de questions à vous poser. Nous parlerons de la situation économique de votre pays, de la lutte contre le crime organisé, contre la corruption, l'espoir d'entrer en Europe. Sophie Malibaud, peut-être une première question sur ce thème. Oui, vous parliez durant votre campagne de renaissance. C'est renaissance par rapport à cette époque terrible ou est-ce que vous pouvez préciser votre pensée là-dessus? Pourquoi ce terme? Je crois que malheureusement, l'Albanie a dû payer un coût assez cher à son propre passé, dans le sens que si on a une voie sur le chemin vers l'Europe de tous les pays qui sont sortis de l'empire communiste, on se rend compte que ceux qui sont réussis à être les premiers à s'asseoir dans la table de la famille européenne étaient ceux qui ont eu moins de mal avec le communisme et plus de points de référence dans leur propre passé avant le communisme. Je veux dire, par exemple, pour les Polonais, le communisme a été une expérience terrible, mais la transition a été aussi une expérience beaucoup plus facile que pour nous parce qu'il y avait beaucoup de choses dans le passé. La reconnexion a été beaucoup plus facile. Vous voulez dire que tout est à faire pour vous? Pour un pays comme l'Albanie ou pour les pays de la région balkanique, le passé a été beaucoup moins généreux que pour des autres pays et l'effort doit être beaucoup plus important. Mais quand on parle de renaissance, ici on parle de l'Europe, pas comme une station qui nous attend dans un chemin dehors de l'Albanie, mais comme un voyage entre nous pour redécouvrir nos racines européennes, pour redécouvrir nos raisons d'être européennes et pour redécouvrir l'Europe ici, chez nous, en construisant une Albanie européenne. Edi Rama, on le rappelait, ça fait 2 fois que votre pays aspire au statut de candidat à l'Union européenne, 2 fois que vous êtes rejeté en quelque sorte. Vous espérez dans quelques jours, au mois de juin, d'une 3e tentative. Pour vous, c'est un enjeu, on ne va pas dire que c'est le dernier enjeu, mais on voit bien que c'est un rendez-vous extrêmement important pour votre pays et pour les 3 millions d'Albanais. Il y a un consensus autour de cette attente. Malheureusement, ça serait bien si c'était la 3e, mais c'est la 4e. Ah. Bon. C'est la 4e et je dois être très franc avec vous. Je pense que c'est une question, pas seulement pour nous, mais aussi pour l'Europe. Parce qu'on ne parle pas d'une adhésion. Bon, si on parlait d'une adhésion, je pouvais comprendre des réticences. C'est le statut de candidat. Mais on parle d'un instrument d'encouragement. C'est
pas l'adhésion, ce n'est même pas les négociations pour l'accès. C'est vous C'est considéré comme candidat. le statut de candidat, un instrument créé beaucoup plus tard que le procès d'adhésion. Ni la Pologne, ni la Tchécoslovaquie, même pas la Bulgarie ou la Roumanie Ou la Croatie, ont eu le statut du candidat. Les pays dont j'ai mentionné le nom ont devenu candidats dans le moment où on a ouvert les négociations. Le statut de candidat a été inventé par Romano Prodi et la commission de l'époque pour encourager les Macédoniens et les Albanais de la Macédoine à vivre ensemble et à trouver un point commun de référence dans l'Europe dans un moment tragique pour eux où ils risquaient la guerre civile. Ça veut dire, dans d'autres mots, c'était, je peux le dire, une pilule antidépressive pour encourager une société à trouver dans l'Europe le point de référence. Alors, de quoi on parle? Et moi, je suis bouleversé quand je vois de la réticence vis-à-vis de ça, parce que l'Albanie mérite le statut de candidat, pas aujourd'hui, mais même avant, parce que mérite d'être encouragé, mérite d'être donné un point de référence et mérite d'être poussé vers le processus de délégation. La France fait partie des pays qui ont été réticents à vous accorder ce statut de candidat. Vous connaissez bien la France, vous y avez vécu. Est-ce que vous comprenez la position française? Mais en tant que Premier ministre de l'Albanie, je la comprends. En tant que citoyen de l'Europe, ayant vécu en France et ayant été inspiré par la France, comme par l'Angleterre, comme par les États-Unis, comme par l'Europe, pendant une époque où on était totalement fermé et l'inspiration venait de tout ce que nous donnait comme énergie de réaction et de résistance l'Europe, je ne la comprends pas. Voilà. Lorsque vous étiez dans l'opposition, à un moment donné, vous aviez l'occasion de pouvoir voter des lois qui avaient d'ailleurs été rédigées avec l'assistance de Bruxelles pour faciliter l'adhésion. Et à ce moment-là, vous aviez voté contre. Comment est-ce que vous expliquez ce retournement? Mais alors, je dois vous renverser la question en disant comment vous expliquez qu'après avoir voté toutes les lois demandées, nous on n'a pas obtenu ce qu'on nous disait, votez ces lois et vous obtenez ça. Mais pourquoi il faut être clair et il faut être franc. Voilà. Le statut de candidat, c'est une décision politique et n'a rien à voir avec les négociations. Dans les négociations pour l'adhésion, on a un processus beaucoup plus articulé et beaucoup plus lié avec des devoirs et des choses à faire dans un calendrier bien précis. Alors c'est ça le vrai défi d'un pays comme l'Albanie ou d'un pays qui veut s'intégrer. Et nous, on va entrer dans ce processus parce que je pense que comment quelqu'un que j'admire comme Michel Rocard, que j'ai eu la grande fortune de le connaître et de l'avoir ici chez nous pour nous conseiller des années un peu plus en avant, a dit, le processus d'intégration, c'est un instrument absolument unique pour un pays comme l'Albanie pour se moderniser. Alors le processus lui-même, pour nous, c'est encore plus important que l'adhésion en soi. Est-ce que ça ne passe pas par un minimum de concorde entre pouvoir et opposition pour arriver à mettre au point un dispositif qui soit compatible avec l'Europe? Contre les lois de la majorité, réciproquement. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas fait de la cause européenne finalement une question partisane? Mais on peut trouver toutes les raisons pour cacher la vraie raison, non? Et quelle est-elle? La vraie raison, c'est selon moi qu'on manque aujourd'hui d'une Europe vraiment politique et d'une Europe stratégique. On dépend toujours plus d'une Europe tactique qui
qui est lié aux prochaines élections dans 27 pays membres et aux prochaines élections européennes, en 28. D'où la crainte de l'élargissement. On dit ça. Et parce que je veux bien parler, par exemple, de criminalité en Albanie, mais de l'autre côté, je ne pense pas que la lutte contre la criminalité aujourd'hui, c'est une lutte locale d'un seul pays. C'est une lutte toujours plus internationale contre des réseaux qui sont beaucoup plus politiques, entre guillemets, et beaucoup plus stratégiques que le réseau européen de la politique européenne, le réseau de la criminalité. Alors, bon, criminalité en Albanie, un problème. Et qu'est-ce qu'on dit après de 2 personnes par jour tuées à Marseille? Ça veut dire qu'on ne peut pas réduire le problème comme ça. Et on doit se rendre compte aussi d'une chose. L'Albanie a un besoin vital pour l'Europe. Cette région a un besoin vital pour l'Europe. Mais je pense que l'Europe a toujours plus besoin de cette région et de l'Albanie parce que c'est inutile de penser que tout ce qui se passe au-delà des murs ne concerne pas l'Europe. Plus au-delà des murs, il se passe des choses qui ne sont pas plaisantes, plus l'Europe va mal. Regardez l'Ukraine. Eddie Rama, on vous entend bien dire qu'effectivement la criminalité, il n'y a pas que chez vous qu'elle existe naturellement, mais pour entrer dans l'Europe, pour être candidat, il faut respecter un certain nombre de critères de gouvernance, de droit de la propriété, de reconnaissance. Bref, il y a un vrai boulot à faire, une évolution qui, disent les experts, n'est pas encore réellement amorcée dans votre pays. C'est un mauvais procès pour vous? Non, je pense pour être membre de l'Europe, on doit vraiment convaincre tout le monde qu'on est capable de respecter ces règles. Mais la question de l'adhésion, c'est une question depuis 10 ans minimum pour nous. Pour être un pays candidat, ça veut dire tout simplement respecter une proposition de la Commission européenne qui s'en occupe et qui a proposé d'une manière nette et sec l'année dernière que l'Albanie doit obtenir le statut du candidat. Et alors, pourquoi on n'a pas obtenu? Pour des raisons qui sont politiques et qui sont liées, selon moi, pas nécessairement avec l'Albanie elle-même. Quelles sont ces raisons Pensez au alors? scrutin. Non, mais je vous dis, c'est des conditionnements dans des divers pays, de la politique intérieure, qui font que la décision... Ce sont les craintes par rapport à l'élargissement. Ce sont. Moi, je veux bien. Oui, mais je dis pas qu'il n'y a pas, des raisons, mais je dis tout simplement qu'il ne faut pas regarder le doigt quand le doigt montre la lune. Ce sont des raisons beaucoup plus complexes que ce qu'on dit. Et la politique est faite pour raconter toutes les histoires nécessaires à raconter dans des moments où il y a des choses à ne pas raconter, non? Mais est-ce que ça va vraiment changer en juin, puisqu'on sera juste après les élections européennes, et où il y a des risques dans au moins 4 des pays qui étaient réticents à l'entrée de l'Albanie, le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, dans ces 4 pays, les partis d'extrême droite ou populistes peuvent arriver en tête aux élections européennes. C'est ça votre explication? Un mois après, est-ce que ces pays vont voter pour? Ce n'est pas mon explication, mais c'est... Et moi, je vous remercie beaucoup de tout mon cœur, parce que votre liberté et votre honnêteté professionnelle vous donnent la possibilité de parler directement de quelque chose que peut-être pour moi ce serait un peu plus difficile. Mais c'est vrai qu'il y a un conditionnement de l'extrême droite sur l'Europe, mais pas vis-à-vis de l'Albanie, parce qu'à la fin, s'il y a une chose qui a changé totalement, on ne pense pas d'être le centre du monde comme on pensait pendant notre époque communiste. Et moi, je ne pense pas que l'Albanie, c'est un pays avec un poids qui est plus que ce qu'elle est. 3 millions d'habitants, voilà. on rappelle. Alors, le problème, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus important pour l'Europe elle-même. Le conditionnement
de la politique européenne par des partis d'extrême droite et la réticence en général de l'Europe rêvée par le général de Gaulle et par Adenauer et par des autres, aujourd'hui, c'est le plus grand danger pour l'Europe du futur.